J'étais à la grande exposition de Maastricht et un des exposants, sachant que je m'intéressais au cuir, me dit qu'il avait reçu une photographie d'un brocanteur, revendeur parisien. Et il me montre effectivement une photo illisible, mais dans laquelle, dans un coin, il y avait des lances parallèles les unes aux autres et un étendard. Là, on se trouvait manifestement devant une tenture tout à fait extraordinaire, en très mauvais état, très déchirée, très noire, très détériorée. L'antiquaire a juste précisé qu'il l'avait décroché lui-même. Il l'a décroché du châssis et ensuite, je ne sais pas, il l'a plié peut-être, roulé, on va savoir. Pour la mettre dans son camion, il l'a ramené dans son espace de vente. Repasse-le là où tu étais. Le truc, c'est qu'il ne faut pas piquer le fil, hein, parce que sinon... Qu'est-ce qui se passe? Le dispositif maître d'art, il nous a apporté un cadre pour échanger, en fait. Quelque chose de plus formel. C'est ça qui était vraiment intéressant. De s'inscrire dans la durée. Puis ouais, moi c'est vrai que ça m'intéressait quand même, c'est tout un domaine que je connaissais pas du tout. Le cuir, la période. Après, il n'y a pas de notion de maître. Voilà. C'est plus que moi, je suis dans une discipline qui n'était pas la sienne au départ, enfin sur un matériau qui n'était pas celui sur lequel Marie avait été formée. C'est la seule différence entre nous, puisqu'on a la même formation à la base, donc les mêmes diplômes. Et puis Marie pourra former d'autres gens aussi après, donc dans le cadre de l'atelier ou ailleurs, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on dissémine un savoir-faire. Non, mais parce qu'il y a un vrai patrimoine à sauver, donc il serait temps qu'on s'y intéresse à ce petit patrimoine, entre guillemets. En tout cas, à ce matériau qui mérite d'être restauré comme tous les autres. Quand il s'agit vraiment de petites lacunes, on n'utilise pas du cuir pour combler la lacune. On utilise une pâte souple que je peux découper en fonction de mes besoins. Et ça va compléter en fait la lacune. Voilà, ça a comblé la lacune qui est là. D'accord. On passe sur la face après avoir fait le revers, qui est la partie la plus ingrate en fait, tu vois. Où tu passes des heures et des heures à consolider, etc., sans vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté, sur un fond cuir uniforme. Donc là, le fait de l'avoir retourné, c'est quand même plaisant parce qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. Et là, quand même, on a une idée du résultat. Ça, c'est les pièces qui sont parties quand on a retiré le doublage, donc il faut qu'on regarde si ça colle ou pas. Mais à mon avis, on va avoir le même genre de choses que ça, c'est-à-dire des incrustations qui n'ont rien à voir avec le motif. Ouais. Il y a eu des tentatives successives de réparation sur des coutures, sur des ruptures, des déchirures, et ça
ça a été traité par des personnes différentes, on le voit bien, avec des matériaux différents. Mais ça veut aussi dire que c'est parce qu'on y tenait, puisqu'on la réparait. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je les enlèverais. Ouais, ça apporte pas grand-chose. Hein. Non. Plus le bord, du coup, n'est pas droit, ça va pas du tout. Donc, retire-les. Et alors en fait ici sur ce décor on a une technique particulière qui est le sgraffito. Donc là c'est par exemple sur cette plume où là en fait on a une plume peinte probablement en vert assez intense mais qui a noirci, les résinades de cuivre. Et en fait posée en couche assez épaisse, cette couleur verte, on est venu alors qu'elle n'était pas encore sèche gratter en fait la surface et révéler en fait le fond doré qui était dessous. Donc c'est ça qui donne en fait l'illusion d'une plume. Les cuirs dorés polychromes, c'est en fait un cuir qui est entièrement recouvert d'une feuille d'argent. Cette feuille métallique, elle est brunie, c'est-à-dire qu'avec une pierre dure, on va la frotter de manière à la rendre extrêmement brillante. Et ensuite, on va la recouvrir d'un vernis qu'on appelle vernis d'or, qui est en fait un vernis qui est jaune, qui est fabriqué à base de résine naturelle, cuite assez longuement dans de l'huile de lin. Cette surface argentée est désormais dorée. Elle est ensuite peinte avec des peintures à l'huile. Et éventuellement, on va lui donner un relief. Dans le cadre de la tenture de Gelboé, il s'agit de la ciselure, c'est-à-dire qu'après que le peintre soit intervenu, qu'il ait peint toute la scène, un artisan est repassé derrière lui avec différents outils qu'on appelle des matoirs. Chaque matoire ayant un motif distinct, on vient le marteler en fait à la surface, de manière à rehausser, je ne sais pas, un bouclier, une armure, un casque. Voilà, ça c'est un décor ciselé. On voit bien le fait que ce décor il ait été martelé à la surface, donc ça a écrasé en fait le cuir, mais ça l'a comme déchiré aussi. Alors après c'est un piège pour la crasse, la cire. Et donc on voit bien en fait la feuille d'argent là qui est dessous, là, qui apparaît, c'est les parties un peu blanches. Et le vernis jaune qui est à la surface. Elle est déjà beaucoup plus légère. Tu as vu les déformations de surface qu'on avait là? Sont carrément remises en forme comme ça, juste en retirant les doublages derrière. La scène décrite, c'est une scène de bataille, en fait, la bataille du mont Gelboé, donc une rencontre entre les Philistins et l'armée du roi Saül. Et c'est une défaite pour le roi Saül qui perd en fait 3 de ses fils. Et en fait, il décide de mettre fin à sa vie en se suicidant sur le champ de bataille. Alors, ce qui est intéressant dans cette tenture, c'est que
Elle s'apparente à d'autres tentures connues, celles de Lunéville qui ont disparu et celles de Dunster en Angleterre, car manifestement elles proviennent toutes du même atelier. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez rare. Donc on se décale vers toi parce que là on n'est plus en face. Ça va? Tu me dis si ça va pas. Oh, elle a l'air toute petite d'ici, dis donc. Elle effraie les malheureux visiteurs. Oui, c'est ça. Dans l'atelier, elle paraissait totalement immense, mais là, c'est vrai, comparé aux deux autres, elle n'a pas la même surface. Oh, bah, c'est une satisfaction immense de la voir sur un mur dans un musée, et donc qu'elle puisse être observée par d'autres que nous, parce qu'elle était très décorative dans notre atelier. Je reconnais que... C'est effectivement un moment quand même assez émouvant, hein, faut y reconnaître. Parce que voilà une tenture qui remonte au XVIIe, qui ensuite avait disparu, dont on entend parler en 1909 par un marchand, qu'on voit réapparaître dans un état absolument lamentable aujourd'hui, et qu'on se retrouve restauré, et qui en fait rentre dans un musée qui permettra certainement de lui procurer une longue survie.